Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce webinaire d'actualité autour de l'ESS. Donc, comme chaque année, on profite de la publication de la loi de finances pour vous indiquer les nouveautés qu'elle peut contenir, mais également d'une façon plus générale les autres actualités ou jurisprudences qui peuvent impacter nos activités. Donc, ça me permet de faire un petit tour d'horizon en ce début d'année, donc un peu plus tardif, mais comme l'année dernière, du fait des délais de publication de loi de finances cette année. Donc, j'aurai le plaisir de co-animer cette matinée avec Aurélie Piola. Bonjour à tous. Donc, tous les deux experts comptables chez Inextinso. Donc, dans le fonctionnement, on va donc passer à peu près 3/4 d'heure ensemble à présenter les actualités, puis il y aura un temps dédié aux échanges. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser par écrit vos questions dans le chat. Après, si besoin, si on arrive à suivre, on réagira en direct si ça s'avère nécessaire. Sinon, on prendra le temps à la fin de redescendre les questions pour vous y apporter les réponses. J'aurais pu faire défiler. Tac, si ça démarre, voilà. Donc voilà, nous deux, et puis le programme que je laisse à Aurélie le soin de vous présenter. Voilà, donc le petit programme de ces 3/4 d'heure. Tout d'abord, les actualités qu'on verra ensemble sur différents sujets, que ce soit juridique, vie associative, sociale ou encore fiscale. On verra un petit point sur le nouveau règlement comptable, donc le 2022-06 et cette première année d'application, hein, puisque pour rappel, il s'applique pour les exercices ouverts au 1er janvier 2025. Donc on réaffirmera les points les changements et puis aussi les impacts sur les comptes. Et on verra un petit focus sur la facture électronique, puisque, bien entendu, les associations peuvent être concernées par la réforme de la facture électronique qui entrera bientôt en vigueur. Donc, c'est important de refaire ce rappel sur ce sujet. Je te repasse la main, Loïc, pour le premier point d'actualité. Donc, effectivement, on va attaquer donc, les actualités en démarrant donc, par une partie fiscalité. Donc, un premier sujet qui va concerner toutes les structures qui sont totalement ou partiellement assujetties aux impôts commerciaux et notamment à la TVA et qui pouvaient donc bénéficier du régime simplifié de TVA. Donc, à noter que ce régime va prendre fin, donc va être modifié à compter du 1er janvier 2027. Donc, on aura encore cette année 2026 le régime que l'on connaît, donc avec la possibilité d'avoir 2 acomptes de TVA, donc un mi-juillet, un mi-décembre, et une déclaration qui reprend les opérations réelles de l'exercice écoulé, donc à déposer pour fin avril. Donc ce régime cessera d'être appliqué en 2027 et en fait on va retrouver un système qui va être plus proche de ce qu'on connaît pour le mini-réel. Donc on aura à faire des déclarations ou trimestrielles ou mensuelles, donc suivant les montants de TVA déclarés, sachant que pour le seuil d'exigibilité, donc il va être relevé, puisqu'on était à 245 000 pour les prestations de services, 140 000 pour la partie vente. Et donc, il s'appliquera avec un seuil d'exigibilité à 1 million d'euros pour l'année civile précédente. Donc, à prendre en compte
au fil de l'année pour voir si vous allez être concerné, pouvoir donc anticiper pour être prêt du coup au 1er janvier. Donc, du fait qu'on a eu la publication de la loi de finances il n'y a pas si longtemps, nous avons du coup les seuils qui ont été revalorisés et publiés. Donc, ce qui nous permet de vous les communiquer. Donc, le seuil de franchise des impôts commerciaux donc, qui passe à 80 051 €. Donc, une légère revalorisation, une quarantaine d'euros de mémoire. On devait être à 80 011 pour 2025. Donc, avec les effets d'application, donc si on a dépassé le seuil au cours de l'année précédente, on l'applique donc dès 2025. Si on le dépasse pour l'IS, hein, si on le dépasse au cours de l'année 2026, on aura l'appliqué compté du 1er juillet 2026. Par contre, pour les aspects CFE et TVA, donc c'est à compter de l'année qui suit le dépassement. Donc 2026 si on a dépassé, sinon ce sera pour l'année prochaine. Et l'autre seuil qui est revalorisé, donc c'est pour le bénéfice de l'abattement de la taxe sur les salaires, donc qui est revalorisé à 24 256 € pour cette année 2026. Alors, là, une nouveauté qui va pas nous faire trop plaisir, notamment économiquement, puisque dans la loi de finances, donc il y a eu différentes mesures de prise pour rechercher des économies pour l'État et notamment en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Donc, dans le texte initial, il a été prévu donc, de supprimer l'exonération dont bénéficiaient les organismes donc, sans but lucratif, donc associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, etc. Donc, jusqu'à présent, dès lors qu'on était sans but lucratif, nous n'avions pas à reverser de taxes d'apprentissage. Il y avait eu des amendements de déposer et validés pour retirer cet article du texte. Néanmoins, avec l'adoption en 49.3 qui a été fait, c'est bien le texte d'origine qui a été réintégré. Et donc, aujourd'hui, les associations, fondations et autres organismes sans but lucratif se retrouvent soumis à la taxe d'apprentissage. Pour les modalités pratiques, là, on attend une communication de l'administration fiscale. Logiquement, l'application, donc ce serait au lendemain de la publication de la loi de finances, donc le 17 février. Il y avait eu cette même réforme concernant les mutuelles l'année dernière. Et l'administration avait indiqué que la cessation de l'exonération prendrait effet au 1er mars 2025. Donc là, on va attendre de voir les commentaires de l'administration pour voir si cette exonération qui disparaît est effective dès mi-février ou au 1er mars ou à une autre date ou s'il y a une annulation qui passe entre-temps. Mais voilà, dans vos budgets, attendez-vous à prévoir de payer, donc en plus de la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage dans vos DSN mensuels. On peut peut-être rappeler le taux, c'est 0,68% Oui, de la masse salariale. c'est ça, sauf en Alsace-Moselle où il y a un taux réduit à 0,40 de mémoire, 0,41. Mais sinon, oui, 0,68 de la masse salariale. L'autre nouvelle, là, par contre, plus favorable, donc, qui est que la loi donc, de financement de la sécurité sociale a introduit le bénéfice donc, de l'abattement forfaitaire à la taxe sur les salaires pour les fonds de dotation, hein,
Pour rappel, les fonds de dotation n'étaient pas visés initialement dans le texte, donc ne bénéficiaient pas de l'abattement de taxes sur les salaires lorsqu'elles étaient employeuses. Et donc là, depuis le 1er janvier 2026, il n'y a pas de rétroactivité sur 2025, mais c'est bien pour ce nouvel exercice 2026, les fonds de dotation vont pouvoir appliquer le nouvel abattement de taxes sur les salaires avec donc les 24 256 € fixés pour 2026. Pour donc la détention par un organisme sans but lucratif d'immobilier par le biais d'une SCI. Donc, on avait régulièrement des questions sur la modalité d'imposition. Donc, pour faire simple, hein, si évidemment on détient une SCI qui est soumise à l'impôt société, là, il n'y avait pas de question, hein, la SCI paye son IS et les dividendes qui remontent sont taxés suivant les produits financiers, donc perception de dividendes par l'organisme sans but lucratif. Au taux donc de 15% ou exonération si on est fondation ou association reconnue d'utilité publique. La question qui se posait, c'est lorsque on détient une SCI qui est en transparence fiscale, puisque donc là, la SCI en elle-même ne paye pas d'imposition, hein, c'est ses associés qui doivent déclarer les revenus. Et donc, il s'agissait de savoir, est-ce qu'on l'intègre dans les revenus patrimoniaux de l'association et on applique donc l'IS au taux réduit sur les revenus patrimoniaux ou s'il y avait une exonération. Donc, on avait régulièrement commenté que on n'était pas, ça ne rentrait pas normalement dans la déclaration à faire. On avait une réponse ministérielle qui avait évoqué ce sujet, mais qui commençait à dater. Et là, on a eu une confirmation par l'administration que dans le cadre donc, d'une SCI transparente, il ne s'agit pas de revenus patrimoniaux au sens de l'article des impôts qui ne vise qu'un cas spécifique. Donc, si on détient une société immobilière de copropriété, donc si vous êtes concerné, là, il faudra regarder, mais c'est un cas quand même très spécifique. Et toutes les SCI classiques, elles, quand les revenus remontent à leurs associés, donc ce n'est pas un revenu patrimonial taxable à l'impôt au taux réduit des organismes sans but lucratif. Donc voilà, cette confirmation nous permet de continuer à exonérer ces revenus. Ça nous donne aussi l'occasion de vous rappeler que sur les produits que vous percevez, notamment les produits financiers, bien anticiper et demander à vos organismes de placement quel est le régime fiscal qui est applicable, quelle est la nature des placements qui sont derrière quand c'est des produits composés, de manière à pouvoir s'assurer s'il y a un précompte qui est établi, s'il faut l'intégrer à un taux de 15, 10 ou 24% et de faire votre déclaration donc pour le 30 avril ou dans les 3 mois de la clôture de votre exercice. La fameuse 2070. La fameuse SERFA 2070. Bien, voilà pour la partie fiscalité. Et donc, on continue sur le mécénat, donc est toujours un peu en lien avec la fiscalité, puisqu'il s'agit des possibilités d'émettre des reçus fiscaux. Donc là aussi, donc on a eu des jurisprudences sur l'année qui confirment bien qu'une association qui est simplement redistributrice, donc qui collecte des fonds et qui vont les reverser à d'autres organismes d'intérêt général, ne peut pas être éligible au régime des dons et mécénats.
Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir être éligible au régime des dons et mécénats, il faut avoir une action directe. Donc, l'association doit évidemment être d'intérêt général. Elle doit intervenir dans un champ d'action qui est prévu par les articles 200 ou 238 bis du CGI, hein, notamment donc, tout ce qui est philanthropie, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, sportive, scientifique, défense de la langue française, mise en valeur du patrimoine artistique, etc. Donc la liste est limitative, en tout cas dans l'article du CGI, et faire en direct ces actions, donc les mener avec ses propres moyens. Et là, du coup, les financements qu'elle reçoit pourront être éligibles au mécénat. Alors, le petit tempérament, hein, sur ce cas, c'est pour les fonds de dotation et les fondations, puisque ces deux formes juridiques autorisent ce système de redistribution, notamment pour les fonds de dotation, puisqu'ils ont quand même été créés en partie dans ce but de collecte de mécénat et de redistribution à des organismes d'intérêt généraux. Donc, eux ne sont pas concernés. Donc, on parle bien là, du coup, des autres organismes, notamment les associations, qui, elles, doivent mener des actions propres pour pouvoir être éligibles au régime et pas se contenter de collecter et de redistribuer des fonds. Je passe la parole à Ouais. Aurélie. Je vais continuer. On a voulu faire une petite slide sur les contrôles de la Cour des comptes. Vous savez qu'une association, notamment quand elle collecte, quand elle fait appel à la générosité du public et qu'elle collecte des dons ou qu'elle a des subventions de la part de collectivités, peut faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes. Et je peux juste te laisser passer, du coup, Loïc, un diapo, voilà. Et dans ce cadre-là, en fait, on a pris connaissance de plusieurs comptes rendus de contrôle, notamment sur des organismes sans but lucratif qui collectaient des dons. L'idée, c'était de vous faire partager les points de vigilance qu'il faut avoir si vous êtes dans ce cadre-là, en cas de, enfin, qu'est-ce qui peut alerter la Cour des comptes. Donc, les points importants de vigilance sur ces aspects. Dans les contrôles dont on a pu prendre connaissance, c'était de faire attention, de bien veiller à la construction des CER, donc les comptes emploi des ressources, dans leur construction, c'est-à-dire bien définir les règles de répartition entre les différentes parties, hein, mission sociale, fonctionnement, recherche de financement. Donc ça, c'est important d'avoir des règles assez claires et d'avoir une répartition qui soit cohérente, Également, c'est de s'assurer que les produits financiers issus de l'AGP sont bien inscrits dans le CER. Il ne faut pas les occulter et bien les inscrire dans cette colonne. Ensuite, c'est de veiller à la conformité des affectations comptables. C'est de faire évaluer et de comptabiliser les contributions volontaires en nature, hein. Ces contributions volontaires en nature sont à faire apparaître dans les différents états propres aux structures qui font appel à la générosité du public, donc le CER, le CROD. Donc ça, c'est important de bien les avoir en tête et de pouvoir les valoriser. Et enfin, un autre point, c'est de bien vérifier aussi le circuit de validation des projets et des appels aux dons. Donc ça, il s'attache vraiment à regarder le fonctionnement interne également des structures. Donc 4 points importants et de vigilance à avoir en cas de contrôle par la Cour des comptes. Sur la partie juridique, donc on a plusieurs points. Le premier, on voulait revenir sur l'expérimentation des tribunaux des activités économiques, hein. Vous le savez peut-être, les tribunaux de commerce ont été élargis et donc un nouveau type de tribunal appelé les tribunaux des activités économiques, TAE, a été créé dans la loi de 2024. Donc, une expérimentation est menée. Donc, on rappelle ici la composition. On a dans ce TAE des juges consulaires. Donc, comme aux tribunaux de commerce, on a des assesseurs pour les agriculteurs et on a un greffier. Les domaines d'intervention de ces TAE, c'est les associations, les entreprises, mais également les associations sur différents points.
que ce soit en termes de procédure d'alerte, en termes de difficultés des entreprises, de procédures amiables, de procédures collectives, mais également tous les litiges qui sont liés aux baux commerciaux lorsqu'ils sont reliés à ces procédures. Donc l'expérimentation, elle a été lancée à partir du 1er janvier 2025 et elle va durer 4 ans. Elle concerne 12 tribunaux de commerce en France. On a un comité de pilotage qui suit l'expérimentation et il y aura un comité d'évaluation qui va analyser ces résultats. Donc c'est important de le connaître. Il y avait 5 raisons qui ont conduit à cette expérimentation. Alors, le premier, c'est de permettre d'accélérer les procédures. Le deuxième, c'est de pouvoir simplifier les démarches. Par exemple, quand vous avez un litige qui porte sur moins de 10 000 euros, ben, on n'a pas forcément recours à un avocat. Ensuite, pour la partie agricole, ben, c'était de mieux traiter les dossiers agricoles. Également d'améliorer la qualité de la justice économique et puis de renforcer la spécialisation des tribunaux. Il faut savoir que dans ces tribunaux, il y a des juges qui sont spécialisés sur la partie ESS. Donc, 3 objectifs. D'abord, un objectif de prévention. Donc, ces tribunaux permettent de mettre l'accent sur des actions de prévention et notamment pour les structures en difficulté par le biais de l'entretien de prévention, donc à connaître. Ces tribunaux, ils vont aussi gérer les procédures amiables. Et l'idée, c'est de permettre d'en augmenter le nombre et de mieux suivre les structures en difficulté. Et enfin, c'est la lutte contre le blanchiment, puisque ces tribunaux vont signer des partenariats avec d'autres juridictions pour être en coordination. Donc, on vous a rappelé, si vous ne l'aviez pas noté, une webinaire qui va se tenir le 24 mars sur la gestion des difficultés et des fins d'activité dans l'ESS. Donc, on vous invite à vous y inscrire. On reviendra peut-être sur ce sujet. En tout cas, c'est important d'avoir cela en tête en cas de difficulté. Voilà, les TAE sont à même de traiter les spécificités des structures de l'ESS. C'est important parce que, pour rappel, hein, jusqu'à présent, vous dépendiez donc du tribunal judiciaire, qu'un tribunal civil qui n'a pas forcément la culture économique, qui n'est pas forcément organisé. Si je prends mon cas étant basé sur Chartres, le tribunal de commerce, il y a des séances toutes les semaines pour accueillir les difficultés. Sur le tribunal judiciaire, c'est 1 à 2 fois par mois et hors vacances. Donc, quand on est en difficulté, le délai de réactivité n'est pas le même. Donc, cette expérimentation permettrait quand même d'accélérer les procédures et d'éviter d'être que dans des fins d'activité et justement mettre en place toutes les procédures d'accompagnement. Alors, le point suivant est très important. Donc, on a plusieurs, dans la présentation, il y a plusieurs slides parce qu'on voudrait que vous soyez très en alerte sur cet élément-là. Donc, c'est une loi de 2024 en fait, qui rend obligatoire la déclaration des bénéficiaires effectifs dans les structures de l'ESS. Donc, cette nouvelle réglementation, elle s'inscrit bien entendu dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et donc, on a une obligation de déclaration du ou des bénéficiaires effectifs dans les associations, dans les fondations, les fonds de dotation, les fonds de pérennité. Donc, on vous a remis l'extrait du Code monétaire et financier qui définit qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif. Et donc, si dans une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, c'est toute personne qui exerce en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction qui est regardée comme un bénéficiaire effectif. Donc, on va y revenir en détail, mais c'est important d'avoir ces éléments en tête. Et donc, quelle est l'obligation? L'obligation, elle est de 2 ordres. La première, qui est déjà en vigueur en fait depuis 2024, c'est l'obligation pour toutes ces structures d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de leur structure. Donc ça, c'est la première obligation. Et la deuxième obligation, où là, elle est c'est partiellement actif, donc c'est la formalisation de cette identification, donc la déclaration qui doit être faite en télédéclaration. Donc, c'est-à-dire qu'on doit déclarer sur
sorte de guichet unique, les bénéficiaires effectifs. Donc, on verra que pour certaines structures, on va dire les modalités sont déjà existantes et puis pour d'autres, c'est à venir. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail dans les personnes à déclarer, donc c'est globalement là où les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Donc, le Code monétaire et financier, il précise que pour les associations, c'est le ou les représentants légaux. Pour une fondation, ça va être le président, le directeur général, ainsi que les membres du directoire. Pour un fonds de dotation, c'est son président. Et pour un groupement d'intérêt économique, ça va être le ou les personnes physiques. Et puis, si on a des représentants qui sont des personnes morales et désignés administrateurs, bah, ça va être également la personne morale. Donc, de manière encore un peu plus précise, je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, en pratique, les préfectures, elles ne s'arrêtent pas uniquement au rôle de président. Donc, même si c'est nouveau, voilà, on apprend à appréhender les différentes demandes émanant des préfectures. Donc, on sait que pour un fonds de dotation, bah, par exemple, la préfecture, ils ne vont pas s'arrêter au président, effectivement. Ils vont demander également tous les membres du bureau s'il existe. Et s'il n'existe pas, ce sera tous les membres du conseil d'administration. Donc, au final, ça fait un nombre important de personnes qu'il faudra déjà donc lister, récupérer, en fait, collecter toutes les informations les concernant et ensuite les déclarer sur les plateformes adéquates. Donc ça, c'était pour le fonds de dotation. Pour la fondation, c'est un peu le même principe. C'est tous les membres du bureau du directoire s'il en existe un. Et s'il n'en existe pas, là, on est dans tous les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, donc de manière plus large. Pour les associations, ce sont tous les membres du bureau de la même manière, s'il en existe un, ou tous les membres du conseil d'administration. Donc pour ces trois structures, soit on a globalement un bureau ou un organe qui fait office de bureau et on peut se limiter à ces personnes-là, soit c'est élargi à tout le conseil d'administration. Et attention, dans tous les cas, la direction générale ou la direction élargie, si on a des salariés qui sont concernés par des délégations de pouvoir notamment, et ben dans ce cadre-là, ils rentrent également dans les bénéficiaires effectifs et on doit les déclarer. Donc c'est vraiment les personnes concernées, ça peut être pas mal de personnes au final à devoir déclarer. Donc, on va revenir à comment on déclare. Donc, je vous disais que c'était partiellement actif parce qu'en fait, pour les associations, pour le moment, donc à terme, ça sera un registre qui va être ouvert et disponible en consultation, mais à ce jour, en fait, le site par lequel la déclaration des bénéficiaires sera réalisée, il n'est pas disponible. Donc, pour l'instant, pour les associations, on ne peut pas faire la deuxième partie de l'obligation qui est de déclarer sur une plateforme. Par contre, pour les autres organismes, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, là, le site, il est ouvert, c'est le registre national des fonds de dotation. Donc, on vous a mis le lien et là, là, vous pouvez déjà faire cette déclaration en sachant qu'on avait une obligation d'immatriculer dans le registre national des fonds et fondations les structures avant fin décembre, enfin, avant fin de l'année 2025. Donc, pour ces structures-là, le site, il est disponible et donc l'obligation doit être respectée. Donc, attention aussi à un point important, les déclarations annuelles des comptes annuels, du rapport du commissaire aux comptes et du rapport d'activité ne seront pas possibles tant que la déclaration des bénéficiaires effectifs ne sera pas effectuée. Donc ça, on l'a vu dans le cas des fonds de dotation et des fondations. À un moment, on est bloqué si on n'a pas fait la déclaration de bénéficiaires effectifs en amont. Alors, on a souhaité vous mettre les sanctions dans plusieurs cas. Donc, bien entendu, il y a des contrôles possibles par l'administration par tout moyen. Donc, les sanctions sont possibles en cas d'absence de déclaration des bénéficiaires effectifs, en cas d'absence de déclaration d'informations inexactes ou incomplètes, et en cas de défaut de mise à disposition des informations actualisées. Donc, les peines, c'est 1 500 € d'amende
et 6 mois d'emprisonnement pour le dirigeant et 37 500 € d'amende pour l'entité. Donc voilà, les peines, en tout cas, sont bien prévues. Donc c'est vraiment très important d'être vigilant sur ces éléments. Donc déjà de collecter et de mettre à jour régulièrement ces informations et ensuite de pouvoir les déclarer sur les plateformes. Donc, pour toutes les téléprocédures, hein, on vous rappelle que pour les associations, que ce soit la création, la modification, on a le servicepublic.gouv.fr et on a un guichet unique en ligne via le site des démarches simplifiées pour les fondations et fonds de dotation. Et bien entendu, nos équipes sont à disposition pour vous accompagner dans ces démarches, notamment nos équipes juridiques. Et pour rappel, puisque là on parle donc des bénéficiaires effectifs, ça n'empêche pas que vous avez l'obligation, notamment pour les assos sur servicepublic.gouv.fr, de déclarer toutes vos modifications de gouvernance. Donc quand vous changez de bureau de conseil d'administration, vous avez à aller déclarer votre nouveau bureau sur ce site. Et après, vous aurez aussi les bénéficiaires effectifs à mettre à jour, mais c'est bien deux formalités Tout à distinctes. Il ne fait. faut pas les confondre, vous aurez bien les deux. Voilà, donc on vous tiendra informé dès que la plateforme sur la partie association sera disponible. En théorie, ça devrait être au cours de l'année 2026, mais on n'a pas de date pour le moment. Je te repasse la main, Loïc. Merci. Alors, un petit focus au niveau des actualités sociales, même s'il y a une partie taxe apprentissage qui est en lien, hein, c'est une taxe fiscale, mais ça concerne le fait d'être employeur. Donc là, petit rappel hein, sur la loi sur le partage de la valeur, avec donc une expérimentation qui est en route depuis le 1er janvier 2025. Donc, à partir du moment où on a plus de 11 ETP, qu'on a un résultat excédentaire au moins égal à 1% des recettes sur 3 exercices, hein, puisque ça a été transcrit la règle du 1% du bénéfice pour les sociétés. Donc, il faut mettre en place un dispositif de partage de la valeur prévu par la loi, donc qui peut être une participation, un intéressement, les ex-primes Macron. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en place si on est concerné, sachant que malgré tout, il n'y a pas de sanction aujourd'hui qui est prévue dans l'expérimentation, mais voilà, dans le cadre de votre dialogue social, n'oubliez pas cette petite obligation qui peut peser sur vous. On vous a mis pour indication aussi les plafonds mis à jour pour 2026. Je ne vais pas m'attarder dessus. Quelques points de vigilance, notamment sur la gestion des remboursements de frais, avec toujours ce risque de remise en cause de la gestion des intéressés de la structure. Donc là, notamment, on a eu des jurisprudences donc, sur une association qui effectuait des remboursements donc, à ses administrateurs, mais conservait pas d'éléments de preuve avec un remboursement qui était forfaitaire. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose qui est à proscrire, puisque les remboursements forfaitaires qui ne sont pas justifiés par des motifs, des nombres de kilomètres, des tickets de péage, de frais ou autres, sont systématiquement requalifiés en rémunération. Et comme c'est requalifié en rémunération, l'administration va faire tomber le caractère d'intérêt de gestion des intéressés de la structure. Donc, toujours vigilance quand vous faites des remboursements de frais à vos bénévoles, à vos administrateurs, c'est uniquement sur production de justificatifs précis et pas d'approximation, de mensualisation, sinon on a des risques de remise en cause. Dans la même veine, entre guillemets, donc là, des mises en cause dans le cadre de travail dissimulé. Donc, pour précision, hein, la notion de travail dissimulé pour l'administration sociale, c'est le fait
de volontairement ne pas faire figurer sur un bulletin de paye des éléments qui doivent y figurer. Donc, on ne parle pas du travail au noir, hein, de choses, de salariés qu'on ne déclare pas totalement. Donc là, évidemment, c'est le cas extrême du travail dissimulé, mais ça peut être d'autres éléments. Donc là, sur la partie gauche, hein, vous avez le cas notamment d'avantages en nature, là, donc un avantage de logement qui n'était pas déclaré sur le bulletin de paye, hein. Il doit être valorisé et donner lieu donc à un avantage en nature. Donc le fait de ne pas le faire figurer, et donc de ne pas cotiser dessus, c'est considéré comme du travail dissimulé. Sur la droite, la deuxième partie également, donc dans le cadre d'un accord d'annualisation, il faut rester attentif au calcul des heures supplémentaires, puisque certes, il y a un volume horaire qui est annuel qui est défini, mais il y a des seuils à la semaine ou sur des périodes lycée qui doivent être respectés et pas dépassés. Et si on les dépasse, ça doit donner lieu au calcul et au paiement d'heures supplémentaires, quand bien même sur la période de l'année, le quota d'heures à réaliser ne serait pas réalisé. Et donc là aussi, socialement, c'est des choses qui seraient remises en cause en cas de travail dissimulé, donc avec des conséquences, notamment sur des mises en cause de dirigeants qui peuvent être, appliquées aux dirigeants personnes physiques. Je vais y arriver, pardon. Donc notre recommandation, hein, bien évidemment, tout ce qui est remboursement de frais, avantages en nature, enfin tout avantage dont peuvent bénéficier les bénévoles comme les salariés, faut bien les justifier et faire une bonne analyse avant leur mise en place pour ne pas prendre de risque de requalification. Autre point, donc là sur le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Donc, vous le savez, hein, si on n'a pas de secteur lucratif, ou si on a un secteur lucratif qui est que partiel dans notre structure, on a un rapport d'assujettissement à calculer à la taxe sur les salaires, donc qui peut être de 100% si on est totalement sans activité lucrative, mais qui peut être de 20, 30, 50% suivant les autres activités qu'on a. Dans ce calcul de rapport d'assujettissement, on a un contrôleur fiscal qui avait souhaité faire intégrer la valorisation des contributions volontaires en nature. Donc, on avait une association qui bénéficiait d'avantages en nature par le biais de mise à disposition de locaux, de matériel ou autre, qu'elle comptabilisait comme il se doit donc dans les comptes de classe 8 en pied de son compte de résultat. Et donc l'inspecteur disait, bah, moi du coup, je prends dans les recettes taxables au numérateur et au dénumérateur, je vous ajoute le produit des contributions volontaires en nature et également l'ensemble des subventions. Et donc la Cour d'appel, du coup, a rendu un arrêt qui nous permet de clarifier et de sécuriser la pratique, puisqu'elle a bien rejeté le fait que les contributions volontaires en nature, ne générant pas de flux financier derrière, c'est une écriture de valorisation comptable, elles n'ont pas à être présentes dans ce rapport d'assujettissement, donc ni au numérateur ni au dénominateur. À l'inverse, elle a rappelé que tout ce qui est subvention publique, et combien même elles ont un caractère d'exceptionnel, elles ne sont pas excluses du dénominateur, donc elles doivent bien figurer dans le calcul du rapport pour déterminer le taux de taxation à la taxe sur les salaires. Donc là aussi, hein, quand vous êtes pas soumis en totalité à taxe sur les salaires parce que vous avez un secteur lucratif, bien appréhender l'impact des différentes recettes et le mode de calcul avec vos conseillers habituels pour voir les règles d'affectation des recettes et des dépenses et le prorata à appliquer. Et enfin, qui fait un peu le lien entre qu'on a vu en mécénat, en fiscalité et en social, donc il nous semble intéressant de porter à votre connaissance, c'est
le dispositif qui permet à un salarié de transformer des jours de congé en dons à un organisme d'intérêt général. Donc pour ce faire, le salarié doit évidemment avoir des congés non utilisés, hein, ça c'est de la base. Il peut le faire que sur 3 jours maximal, hein, donc on ne peut pas, c'est qu'il y a un droit, français et européen encore plus, de prendre, le salarié doit pouvoir prendre et bénéficier de ses congés pour se reposer et être en forme. Donc il ne peut pas transformer tous ses congés. Il y a un maximum de 3 jours ouvrables qui peut être transformé. Il faut l'accord de l'employeur. La valorisation, ben, c'est l'indemnité de congé payé que le salarié aurait touché. Le salarié et l'employeur donc, doivent se mettre d'accord sur l'organisme qui va bénéficier de ces dons de jours de congé. Et ça reste l'employeur donc, qui est responsable du versement de la somme. Et ce don peut générer donc un reçu fiscal pour le salarié qui aura donc fait un don de la valeur de ses congés payés. Donc ça peut être une source de financement dans ces temps où les financements sont tendus pour tous. Alors Aurélie, sur la vie associative. Alors, sur la vie associative, un sujet qui concerne les prêts et les opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif. Donc c'est une loi d'avril 2024 qui a comme objectif de soutenir l'engagement bénévole et simplifier la vie associative. Donc ce texte de loi, en fait, il a pour but euh, deux choses. D'abord, de simplifier les conditions de prêt entre associations, notamment via des contrats de prêt approuvés par un organe de direction, et également de permettre l'établissement de conventions de trésorerie entre associations membres d'un même groupe associatif, et ce, afin d'optimiser leur trésorerie ou d'éviter un recours systématique aux emprunts bancaires. Donc cette loi elle a eu 2 décrets d'application d'août 2025, donc c'est récent, qui ont été publiés et qui donnent les différentes conditions. Donc l'un est pour les prêts entre organismes sans but lucratif et l'autre est pour les opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif. On verra que c'est proche, mais il y a quand même certaines différences. Donc, si on va voir tout ça, on rappelle quand même qu'on avait fait un article sur le sujet qui est disponible sur le site de l'Essentiel. Tu peux passer, c'est bon. Voilà. Donc le premier, enfin rappelez quand même qu'il existe un monopole bancaire en France, donc que seules les entités qui sont agréées en tant qu'établissement de crédit ou société de financement peuvent réaliser ces opérations de crédit à titre habituel. Donc on a donc une dérogation pour les organismes sans but lucratif. Euh, qui peuvent, dans certains cas, attribuer également, enfin, en tout cas, être autorisés à faire des prêts sous certaines conditions. Donc, on verra qu'on a des conditions d'éligibilité qui ne sont pas cumulatives, hein. On est dans le ou, vous verrez. Donc, la première des conditions, euh, c'est que les OSBL qui le font doivent appartenir à un même groupement. Donc, c'est-à-dire que les deux organismes, ils vont être membres d'un groupement, tel qu'un groupement de coopération sociale, médico-sociale, peuvent être membres d'une union, d'une fédération ou d'un groupement d'intérêt économique. Ça, c'est la première des conditions. Si on ne la remplit pas, on peut regarder si on remplit la deuxième condition ou qui est éditée. Donc, il doit exister entre les deux des relations étroites. Donc, le mot est important. Donc, qu'est-ce qui définit les relations étroites? Il faut essayer d'être dans trois situations. Donc, les deux organismes qui entretiennent ces relations étroites, ça va être des activités interdépendantes, par exemple, ça va être une gouvernance commune ou ça va être l'établissement de comptes combinés. Voilà un petit peu la définition des relations étroites. Alors après, dans les cas pratiques, il faut essayer d'être dans ces conditions pour pouvoir faire un prêt ou des opérations de trésorerie entre les organismes sans but lucratif. Donc, un petit focus sur les conditions spécifiques du prêt pour que vous ayez bien en tête. Donc, le prêt ne doit pas placer l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur. Le prêt il doit être consenti pour une durée maximale de 5 ans
avec un taux qui n'excède pas le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Et puis, le total des prêts consentis par un organisme au cours d'un exercice ne peut pas dépasser plus de 50% de sa trésorerie disponible à l'ouverture de l'exercice. Donc, c'est important d'avoir en tête toutes ces conditions de prêt. Et quant au formalisme, donc il y a plusieurs éléments. Bah, tout d'abord, bien entendu, il faut faire un contrat de prêt qui doit être approuvé par l'organe de direction de l'organisme qui va prêter. Deuxièmement, les conditions et les montants du prêt, ils vont devoir être mentionnés dans le rapport de gestion ou d'activité. Également, une mention doit figurer dans l'annexe des comptes annuels avec tous ces éléments. Et a posteriori, et non pas a priori, a posteriori, une attestation doit être établie soit par un commissaire aux comptes, soit par un expert comptable, et elle doit être jointe au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur. Donc, ça, c'est un des points importants. Autre petit point, souvent on a des questions, est-ce que les prêts entre associations peuvent être à taux zéro? La réponse est oui, puisque cette opération ne relève pas d'un acte de crédit. Voilà, si on ne respecte pas toutes ces conditions, ben, il faut savoir qu'il y a des sanctions, à la fois administratives, à la fois fiscales, mais également en termes de responsabilité des dirigeants. Donc il faut faire très attention quand on veut mettre en place un prêt ou une convention de trésorerie entre deux structures, de bien respecter toutes les conditions qui sont prévues. Donc à titre d'exemple, en sanctions administratives, bah, ça peut être des amendes ou des interdictions temporaires d'exercer des activités. En sanction fiscale, bah, ça peut être de mettre fin à tous les avantages fiscaux dont bénéficie l'organisme sans but lucratif. Et puis, en termes de responsabilité des dirigeants, bah, ça peut être une responsabilité engagée si, enfin, ça peut être leur responsabilité qui peut être engagée. Enfin, il ne faut pas oublier de déclarer ses prêts s'ils sont supérieurs à 5 000 € dans le CERFA 2062 qui est prévu pour tout acte de prêt. Voilà pour la partie des prêts et conventions de trésorerie. Parfait. Mon petit focus sur l'application du changement de réglementation comptable. Je vais aller vite parce que je vois le temps qui défile et je voudrais laisser du temps pour la facture électronique, puisque ça, normalement, donc on pouvait le faire volontairement dès le 1er janvier 2024 et c'est applicable pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 pour tout le monde. Donc, logiquement, vous êtes en plein dedans et vous avez déjà anticipé un certain nombre de changements, hein. Donc, pour rappel, principalement la notion d'exceptionnel qui est largement revue et limitée. Donc, il n'y a quasi plus d'opérations exceptionnelles à inscrire dans ces comptes d'exceptionnels. Les transferts de charges qui disparaissent avec des comptes 6 qui vont être créditeurs et quelques modifications de présentation dans le bilan. Donc, l'application de ce premier exercice, donc c'est un changement de méthode qui fait qu'on n'applique pas de modification sur le N-1. Le N-1 reste dans l'ancien référentiel et le N est dans le nouveau référentiel comptable. Donc, l'exceptionnel qui était en N-1 reste en exceptionnel en N-1, même si une opération similaire qu'on aurait sur le nouvel exercice ne serait plus à inscrire en produit ou charge exceptionnelle. Idem pour les transferts de charges, avec donc le N-1 qui est présenté dans les comptes de reprise sur des prestations et provisions. On peut, dès lors que c'est nécessaire pour une bonne lecture et une bonne compréhension, du coup, présenter en annexe des comptes, donc des comptes pro forma, avec la présentation donc, des exercices suivant les mêmes référentiels, donc le N avec le référentiel de N-1, le N-1 avec le référentiel de N, de manière à pouvoir retrouver des comparatifs parlants, le cas échéant, pour le lecteur des comptes. Mais ça, donc, c'est en annexe. Le bilan et compte de résultat officiel, lui, N dans le nouveau référentiel NC 2022-06 et ancien plan comptable pour le N-1. Ça implique
Également donc, des mentions dans le rapport de gestion, donc la mention comme quoi effectivement il y a eu un changement de méthode comptable qui résulte de l'application des nouvelles normes, d'indiquer les retraitements qui ont été réalisés et toute information pertinente pour la bonne lecture des comptes qui vont également être fournis dans l'annexe. Donc là, on vous propose un peu une rédaction donc, sur le changement de méthode, hein, donc qui figurait dans les règles et méthodes comptables, hein, de votre annexe, avec donc, le fait que ça constitue le premier exercice d'application et que cela a donné lieu donc, à un certain nombre de reclassements. Évidemment, si vous êtes concerné par ces cas, bah, vous pouvez utiliser ces paragraphes-là. Si vous n'êtes pas concerné, il n'y a pas lieu de les faire figurer. Également, comme il y a un changement de méthode, dès lors que vous avez un commissaire aux comptes qui intervient dans votre structure, bah, lui devra faire une observation dans son rapport de commissaire aux comptes et renvoyer notamment sur les paragraphes de l'annexe qui vont indiquer ces changements et ces modifications pour toujours une bonne compréhension. Là aussi, ça permet de faire un rappel pour l'établissement de vos comptes que au niveau du secteur associatif, il n'existait pas de modèle simplifié d'annexe, hein, comme dans les TPE où on peut ne pas présenter du tout d'annexe parce qu'il y a des cas d'exception. En association, à l'inverse, il y a une volonté de transparence qui fait que il y a beaucoup d'éléments qui sont à fournir, même si on est une petite structure associative, notamment ne serait-ce que son objet associatif, les moyens matériels et humains dont on dispose, les comptes emploi ressources si on fait appel à la générosité du public, l'utilisation des subventions d'investissement. Enfin voilà, il y a énormément d'états qui sont requis dans votre annexe, le cas échéant. Je passe la parole pour cette dernière partie, donc qui va être d'actualité d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, sur la facture électronique, c'est important d'y revenir parce qu'on parle beaucoup de la facture électronique pour les entreprises. Il y a un Alors, tu es allé trop timer. vite. Non, Voilà. il y a un timer dans le truc, j'ai l'impression, que ça bouge Pardon? tout seul. Ah, ça, d'accord. Ouais. On a un espion. Voilà, donc sur l'obligation de facture électronique, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on en parle beaucoup pour les entreprises, mais sur la partie associative, bah, on peut être aussi concerné. On rappelle que cette obligation de facture électronique, elle s'applique à tous les assujettis à la TVA, qu'ils soient redevables ou non de la TVA. Donc, c'est-à-dire, un assujetti à la TVA, c'est c'est toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante une activité économique à titre habituel. En revanche, ne relève pas du champ d'application du dispositif les opérateurs qui réaliseraient exclusivement des opérations exonérées. Le mot exclusivement est important. Donc, quelles sont les opérations qui sont concernées par la facture électronique? On redit quand même que ce sont toutes les opérations d'achat et de vente de biens ou de prestations de services qui sont réalisées entre les entreprises établies en France assujetties à la TVA, dès lors que ce sont des opérations dites domestiques, c'est-à-dire réalisées sur le territoire national. Donc, on a en tête deux dates pour la mise en place de cette réforme. Donc, la première date qui est bientôt, donc quasiment 6 mois, donc le 1er septembre 2026. Là, la réforme elle va s'appliquer pour toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Elles auront l'obligation d'émettre des factures dématérialisées. Quand on dit dématérialisées, c'est-à-dire en format facture électronique, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un PDF, on le rappelle juste, hein, derrière il y a du codage qui permet de transmettre des factures par voie dématérialisée. Donc l'obligation au 1er septembre 2026 dans l'émission, ce sont les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Ce qui veut dire que donc les petites entreprises dans l'obligation d'émettre des factures, c'est septembre 2027. Mais ce qui veut dire que toutes les petites entreprises ou toute structure qui est concernée par la réforme
devra être en capacité au 1er septembre 2026 de pouvoir réceptionner ses premières factures qui seront envoyées par les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. C'est pour cela qu'on dit que toutes les structures et toutes les entreprises qui sont dans la réforme de la facture électronique sont déjà concernées à partir du 1er septembre 2026. Et ça veut dire qu'elles elles doivent prévoir la possibilité, elles doivent prévoir de pouvoir avoir un module pour permettre de recevoir ces factures et choisir une plateforme agréée. Donc maintenant, on va voir qui est concerné. Donc la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, a donné plusieurs éléments, notamment concernant les associations ou globalement les structures à but non lucratif, et va distinguer 3 voire 4 cas. Donc le premier cas, ça va être les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA. Ensuite, on aura le cas des associations à but non lucratif avec des activités lucratives accessoires. Donc c'est au départ du webinaire, on a parlé du seuil à ne pas dépasser pour tomber dans le champ de la lucrativité, c'était les 80 051 €. Donc là, on parle de celles qui dépassent du coup les 80 051 €. Et Et ensuite, qui ne sont pas prépondérantes, on précise, attention. Pardon, oui, Et qui ne sont pardon, pas prépondérantes, et qui n'ont pas une activité lucrative prépondérante, effectivement. Sinon, si on est prépondérant, on bascule totalement aux impôts commerciaux. Et le troisième point, c'est les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif assujetties à la TVA. Et dans ce cadre-là, on va voir qu'on va effectivement avoir deux cas, soit les assujetties totales à la TVA, soit les assujetties partielles à la TVA, et notamment quand on va être dans le cas d'une sectorisation fiscale. Alors, on a essayé de... Alors, on n'en a pas mis beaucoup, mais c'est pour au moins vous donner les quatre cas comment on va traiter ça. Donc, le premier, c'était les associations à but non lucratif et non assujetties à la TVA. Donc, ceux-là, elles ne sont pas concernés par la réforme de la facture électronique. Par contre, euh, donc, premièrement, ça veut dire que l'entité, elle n'est pas inscrite dans l'annuaire de la facture électronique, c'est-à-dire que l'administration fiscale ne connaît pas les structures, mais par contre, elle peut choisir sur la base du volontariat de faire appel à une plateforme agréée pour tous ces flux en format dématérialisé. Donc, on va dire que ça ne va pas être forcément la priorité, mais il faut savoir que les volontaires peuvent utiliser des plateformes agréées pour recevoir ou envoyer des factures à d'autres structures. Mais sur le principe, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on n'est pas concerné par la réforme, ni en termes d'émission, ni en termes de réception. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, les associations à but non lucratif avec activité lucrative accessoire. Donc, celles-ci, elles vont pas avoir l'obligation. Donc, aujourd'hui, celles-ci, elles ne déclarent pas de TVA. On est dans le seuil des 80 000 €. Donc, elles ne déclarent, l'administration fiscale ne les connaît pas. Donc, on ne va pas avoir d'obligation d'émettre des factures électroniques. On n'aura pas aussi d'obligation de transmettre des données de transaction et de paiement. C'est une autre des parties de la réforme. Par contre, ces associations-là, elles vont devoir être en capacité de recevoir les factures électroniques de la part de ces fournisseurs à compter du 1er septembre 2026. Donc déjà, un point, c'est aujourd'hui, on n'a pas du tout de fiscalité, mais en réalité, on est dans les activités lucratives accessoires. Je suis concernée par la réforme sur le côté réception des factures. Donc, ça veut dire réception des factures et ça veut dire avoir un module pour pouvoir les réceptionner et donc choisir une plateforme agréée. On y viendra après. Ensuite, on va avoir les associations à but non lucratif assujetties totalement à la TVA et puis les associations à but lucratif et assujetties à la TVA. Celles-ci, on va dire que c'est le plus simple. Elles sont concernées totalement par la réforme de la facture électronique, autant sur l'obligation de recevoir les factures de leurs fournisseurs à partir de septembre 2026 et autant avec l'obligation d'émission de leurs propres factures à compter du 1er septembre 2027.
Et le quatrième cas, on va dire, un peu hybride, c'est les associations partiellement assujetties à la TVA, donc soit dans la totalité, soit parce qu'elles ont un secteur fiscal distinct. Et donc là, on doit appliquer effectivement la réforme. Et quand on est dans un secteur fiscal, c'est seulement les activités lucratives du secteur qui sont concernées par la réforme. Dans ce cadre-là, c'est pas le plus simple parce que en termes d'organisation et d'outils, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà. Et dans ce cadre-là, sur la partie notamment du secteur fiscal, on aura à la fois l'obligation de réception et à la fois l'obligation d'émission. Voilà. Donc ça, c'est pour les 4 cas pratiques. Un petit point important, si vous voulez savoir si vous êtes dans la base, si votre adresse, enfin si le SIRET de votre structure est connu, on va dire, de l'administration fiscale et potentiellement que l'administration du coup attend de la facture électronique, il vous suffit de vous connecter au petit lien qu'on vous a indiqué, de taper votre SIRET et vous verrez si votre structure a le ressort. Potentiellement, ça veut dire que vous êtes concerné par la réforme et du coup, il faut choisir une plateforme agréée. Et puis, si vous ne vous trouvez pas, c'est que l'administration ne vous connaît pas et qu'en principe, vous n'êtes pas concerné. Donc, les actions à mettre en Ça, place dès maintenant. juste Pardon. pour préciser, ça permet de voir ce qu'attend l'administration par rapport à l'exposé qu'Aurélie a fait avant. Si vous considérez que vous n'êtes pas dans le bon cas, ça vous laisse justement le temps de contacter l'administration pour valider si elles attendent quelque chose, parce qu'à une époque, vous aviez eu un bout de fiscalisation que vous avez pu mettre à jour votre régime auprès d'eux pour pas qu'ils attendent quelque chose que vous n'enverrez pas. Ou à l'inverse, si vous avez des obligations et qui vous connaissez et qui ne vous ressortent pas, vérifier pour que tout soit bien coché aussi chez eux et être prêt en temps et en heure. Donc, les actions à mettre en place si vous êtes concerné dès maintenant, c'est de choisir une plateforme agréée. Donc, il en existe une centaine, vous en entendez sans doute parler à la radio, mais à noter quand même que dans notre plateforme MinexWeb, pour nos clients qui sont à cette webinaire, la plateforme MinexWeb par le module achat est connectée à une plateforme agréée de notre éditeur Full. Donc, à la fois les modules de réception sont possibles et à la fois notre module de facturation commerciale, c'est-à-dire en émission de facture et également relié à la plateforme agréée. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là, tout sera fait. Il faut simplement choisir la plateforme agréée, mais je vous invite à contacter votre contact Inextenso pour cela. Ensuite, c'est s'assurer aussi que vos procédures d'achat sont en équation avec la réforme, parce qu'il y a des choses, alors on n'a pas fait de focus dessus, mais notamment la gestion des notes de frais qui vont évoluer avec la facture électronique. Donc ça, si vous êtes très concerné par la facture électronique, pareil, c'est un élément à discuter avec vos interlocuteurs in extenso et donc éventuellement de se faire accompagner dans cette mise en place par rapport à cela. Donc un point très important puisque le calendrier avance vite, que des fois on a pu se dire je ne suis pas concerné parce que je suis une association, mais en réalité je peux ne pas avoir je peux être concerné plutôt que prévu. Voilà sur la partie facture électronique. Alors, on a un peu peut-être débordé le timing. On va On va prendre le reprendre temps de répondre aux rapidement questions. Ouais. les questions. Donc, je remonte tout en haut. Donc, il y a eu une précision. Donc, taxe d'apprentissage Alsace-Lorraine, c'est 0,44. Il n'y a pas de solde. Alors, on a un micro d'ouvert, si quelqu'un Ouais. peut fermer. Oui, Voilà. pardon, c'est Gilles de Inextenso. C'était pour vous relever les questions, justement, pour, si D'accord. vous préférez. La lecture. Ensuite, taxe d'apprentissage, les associations de loi de 1901 vont devoir être redevables de cette taxe. Oui, justement, c'est l'objet de C'est la la nouveauté. modification dans la loi de finances. Donc, toutes les associations de loi de 1901 qui étaient jusqu'à présent exonérées deviennent soumises, sauf s'il y a un nouveau décret, une modification qui apparaît dans les jours à venir. Mais depuis le 16 février, l'exonération est tombée. Les associations de parents d'enfants malades qui reversent à la recherche médicale, elles émettent souvent des reçus fiscaux. Oui, c'est l'objet de cette jurisprudence. Et effectivement, si elle n'a pas d'activité propre de sensibilisation, d'action auprès d'enfants spécifiques, qu'elle ne participe que à reverser à des associations de recherche,
on va être dans le cadre d'une redistribution pure. Donc, il y a, à mon sens, un risque si on est sous forme association et pas fondation ou fonds de dotation. Quand un administrateur est une personne morale, une association qui doit être déclarée bénéficiaire effectif. Et ben, ça va être le représentant de la personne morale. Donc, soit le président, le représentant de la personne morale qui représente l'association. Donc, la plateforme, ça, on l'a indiqué. Normalement, on l'a dit, ouais. Pour les associations ne déclarent pas, pas pour le moment, puisque la plateforme n'est pas prête. Donc, vous faites vos changements de gouvernance sur servicepublic.fr et dès que le RNA sera prêt, on vous fera passer l'information via nos brèves, nos newsletters, pour pouvoir le faire ou vous accompagner pour le faire. Alors, concernant la déclaration des bénéficiaires effectifs, quand il s'agit de fondations FCS sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, nous n'avons pas de RNF, donc pas d'accès au guichet unique. Où devons-nous faire la déclaration? Pour moi, c'est toutes les fondations qui sont sur ce registre. Ouais. D'accord, Loïc? Donc, Moi aussi, donc je pense qu'il faut peut-être se rapprocher de la préfecture, voir si vous devriez quand même pas être sur le RNF. Et après, il y a le site des démarches simplifiées, mais je pense qu'il faut déjà s'assurer que vous ne soyez pas normalement dans le RNF. Le RGPD, alors le RGPD, en fait, le registre des bénéficiaires effectifs, il va fonctionner comme pour le côté société, c'est-à-dire qu'il c'est pas quelque chose de public. Il y a une procédure pour demander la communication, le cas échéant, mais sinon, à part quelques professions autorisées comme les experts comptables, on peut consulter qui est bénéficiaire effectif, tout à chacun ne peut pas aller voir les coordonnées du bénéficiaire effectif, donc le RGPD va être respecté dans ce cadre-là. La PPV n'est pas obligatoire si pas d'accord de branche. Mais je crois qu'il faut un accord de branche dans les conditions. Je C'est ne l'ai ça. peut-être pas rappelé, mais c'était indiqué Oui, dans pas la rappelé, mais slide. effectivement, il fallait que la branche ait validé. On est en mode expérimental, comme je dis, sans sanction, mais effectivement, il faut que la branche professionnelle ait mis en place l'expérimentation. Il n'y a aucune possibilité d'appliquer un remboursement de frais forfaitaires sur les repas, par exemple. Alors, comme vous disiez, c'est toujours tendancieux les remboursements forfaitaires. À mon sens, si on met quand on met un plafond, on rembourse au réel avec un plafond, il n'y a pas de sujet. Si on applique à nos bénévoles les mêmes tolérances que pour les salariés, puisque vous avez un barème de frais forfaitaires pour les salariés pour les repas, selon si c'est pris à l'extérieur, sur place, etc. Il y a 21 €, 7 €, 10 € qui ne sont pas soumis à charges sociales. Et qu'évidemment, le déplacement est justifié avec le temps de repas qui fait partie du déplacement du bénévole parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a une intervention à un endroit et qui est hors de chez lui, et qu'on reste dans le cadre du forfait URSSAF. Je ne pense pas qu'il y ait de grands risques de remis en cause. Néanmoins, plus on est au réel, plus on est sécurisé. Don de congé payé peut-il être réalisé sur la structure employeur du salarié? Alors, c'est une bonne question. Donc, ce dispositif est nouveau, donc on n'a pas toutes les modalités. A priori, je dirais pourquoi pas. Néanmoins, faire attention qu'il n'y ait pas un risque de pression où, du coup, l'association employeur transformerait de manière trop massive à tous ses salariés des jours de congé en dons. Donc, peut-être attendre quelques commentaires de l'administration sur ce dispositif. L'idée première, c'était bien une entreprise privée qui verse à un organisme d'intérêt général indépendant de la structure. Donc, on va creuser. Si on trouve des éléments, on reviendra vers vous. Voilà.
La règle sur les prêts s'applique-t-elle également aux prêts faits par un particulier? Alors, j'imagine que c'est une question par rapport à la déclaration qui est à faire. Oui, Et ou par rapport peut-être aux aux conditions, modalités mais sur les conditions, on est vraiment entre prêts, entre structures. qui Fabienne Après, Lorrain est avec nous. Pardon, Oui. Loïc? Et est-ce que Fabienne Lorrain est encore avec nous pour préciser sa question? Je suis pas sûre que les micros soient ouverts. Mais après, un prêt fait par un particulier auprès d'une association, faut quand même éviter ce genre de choses, je dirais, et qu'au pire, on fait un apport avec droit de reprise et voilà. Mais là, on était vraiment dans les prêts entre structures associatives. On n'était pas dans le cas des prêts particuliers. En effet, sur la déclaration. Donc, la déclaration, Mais oui, peut-être sur la elle s'applique, déclaration. Ouais. à la 2062 s'applique à Mm, tous. Si on fait un prêt familial notamment, parce les prêts restent mm. limités dans les particuliers, mais si on fait un prêt, on doit effectivement, dès lors qu'il fait plus de 5 000 euros, remplir de 2062. Après, sur la facture électronique, alors, si on n'est pas assujetti à la TVA, on n'a pas l'obligation de se mettre à la facture électronique. Sur le principe, si on n'est pas on était sur le premier cas, effectivement, on n'est pas du tout assujetti à la TVA, on n'est effectivement pas dans l'obligation de facture électronique. Est-ce que la deuxième, c'est la même? Est-ce qu'il y a un intérêt à être en capacité à recevoir des factures électroniques? Alors, l'intérêt, ça peut être en termes d'organisation, parce qu'il faut bien avoir en tête que cette réforme, c'est aussi pour simplifier les échanges entre les entreprises. Ça évite du papier, ça évite des mails, etc. Ça peut être vraiment un élément de gagner du temps sur certaines choses. Donc, c'est vraiment une réflexion à avoir au sein de votre structure, hein. On va dire que là, on n'a pas de réponse. Mais en gros, ça permettrait de pouvoir réceptionner ces factures de manière immédiate, sans passer par X personnes ou des boîtes mail, etc., des plateformes à aller chercher, etc. Moi, je pense que ça a un intérêt quand même, hein. Je ne sais pas, Loïc, ce que tu en penses, mais je pense qu'en termes de gestion, ça peut être intéressant de se pencher sur la question. Mais comme je disais, je ne suis pas sûre que ce soit la priorité, on va dire. On va déjà, on a toutes les structures qui vont commencer au 1er septembre 2026 et voir comment ça se passe. Et puis peut-être que l'année prochaine, effectivement, ce serait intéressant d'avoir des volontaires pour être dans ce passage à la facture électronique. Après, Voilà, si Gilles on avait regarde fait la du gestion teasing. Ok. administrative de flux entre les bénévoles, le trésorier, les salariés qui peuvent gérer l'administratif, il peut y avoir un intérêt effectivement à ce que ce soit en full démat avec des flux à valider. Mais ça, effectivement, Mm. on va déjà faire l'obligatoire sur cette année et puis on vous proposera des solutions dès que tout sera bien rodé. Alors, pour une asso non assujettie, comment réceptionner les factures électroniques si pas de plateforme? Alors, si on parle de factures électroniques, vraiment, comme je disais tout à l'heure, pas uniquement un PDF, ça passe obligatoirement par une plateforme agréée, dans tous les cas, hein. C'est vraiment le chemin entrant pour obtenir les factures. Si on est considéré comme non assujetti, donc un peu comme des particuliers, les entreprises, elles vont continuer à vous délivrer les factures en format PDF comme aujourd'hui, mais ça sera vraiment l'exception. Euh, Après, Alors, qu'en est-il pour un fonds de dotation? La même chose que pour les assos à but non lucratif, non assujettis à la TVA? Bah oui, oui, la forme juridique un effectivement. petit peu là dans la réforme, Mm. Ouais. c'est vraiment on est assujetti, non assujetti. Super, Viviane Exweb. Ok. Alors, Pourquoi oui, il je vois bougeait? la dernière. Alors, ça bouge assez régulièrement. Donc, peut-être que ça a évolué, hein. Donc, quelqu'un nous disait que sur la dernière version des finances publiques, une association à but non lucratif avec activité lucrative accessoire n'a pas non plus l'obligation de recevoir. Mais voilà, comme ça a encore changé, par exemple, la semaine dernière, il se peut que c'était dans le... Voilà. Donc ça, c'est assez mouvant, hein, de la part de l'administration fiscale sur les associations. Je crois qu'il y a énormément de questions qui sont posées. Donc ils y apportent des réponses et des fois, on peut avoir une information et le lendemain, une autre. Donc merci de l'information, on mettra à jour. Ouais, on va vérifier, c'est pas rebougé depuis, mais sinon, Ouais, que c'est pas rebougé depuis. Ouais.
Alors, le support, il sera communiqué à l'issue, oui. À partir de Pardon, quelle ça a date? déjà rebougé. Ça a déjà rebougé, voilà. Je mets le lien dans la conversation, du coup. Merci, Gilles. Ouais, c'est ça. Semblait, parce qu'on avait essayé de prendre les dernières versions pour le support. Mais c'est vrai La que c'est date, un peu enfin, c'est la situation là, l'histoire des, des- du seuil là, des activités accessoires qui est un peu, voilà, un peu flou quand même, hein, parce que on est dans la situation où pour le moment on n'est pas connu de l'administration, mais il va falloir quand même réceptionner. Donc ça peut encore bouger, hein. C'est ça que faut être en alerte. alors la date pour la taxe d'apprentissage, donc c'est ce que je disais rapidement quand on est passé dessus. Logiquement, c'est applicable au lendemain de la publication de la loi, donc 17 février. 19 même, je crois, Oui, mais ouais. 19, pardon, oui. L'année dernière, pour les mutuelles, l'administration avait repoussé au 1er mars l'application. Donc là, on va voir avec les commentaires qui devraient tomber à partir de quand il faudra l'intégrer dans la DSN. Mais ça risque d'être la DSN de février ou celle de mars au plus tard pour la mettre en œuvre. Comment cela se passe si on est un prestataire pour une entreprise qui est dans l'obligation de faire une facture électronique, mais donc notre association n'a pas d'obligation de réception? En fait, On est dans l'émission du coup. on est là, l'émission. En fait, si nous, en tant qu'association, on n'est pas tenu de recevoir les factures, on va être concerné comme un particulier, on va être dans leur e-reporting. Logiquement. Alors là, c'était le prestataire pour l'entreprise qui est Ouais. dans l'obligation. Donc là, c'est l'obligation d'émission. Bah, nous, on va émettre une facture. Enfin, on n'est pas obligé d'être enfin, comment dire, d'émettre notre facture en facture électronique. Donc ça continuera. Voilà. Donc, vous transmettrez à l'entreprise de la même manière qu'aujourd'hui. Alors après, comme je vous le disais, c'est mouvant, hein, donc peut-être que ça va bouger. Il faut se tenir au courant régulièrement de ces impacts. Et donc, s'il y a des modifications, de toute façon, on essaye de faire des points d'actu assez régulièrement sur le site notamment ou sur LinkedIn. Et support, OK, déclaration. Mon asso apparaît dans l'annuaire de facture électronique, mais adresse active indiquée non. Ça, c'est normal. Alors, je ne sais pas, Madame Kamako, où vous en êtes dans votre inscription, mais la première étape, c'est de s'inscrire à une plateforme agréée. Après, la plateforme agréée va recenser les adresses mail de réception et les renseigner sur la plateforme. Donc, ça, c'est une opération qui va être faite d'ici l'été, suivant les plateformes. Donc, pour l'instant, non, ça veut juste dire que votre adresse qui sera utilisée pour réceptionner les factures n'est pas encore communiquée à l'administration par la plateforme agréée, ou vous n'avez pas encore signé de mandat auprès d'une plateforme agréée, auquel cas, c'est logique que ce soit en non. Mais ça, donc, ça veut simplement dire que l'administration attend bien quelque chose de la part de votre structure, donc pour 2027 en émission, et pour la réception, donc votre plateforme agréée va mettre à jour une adresse de réception dans les mois qui viennent. D'accord. Et sur la fondation FCS, en fait, c'est effectivement une association de coopération scientifique. Et on voit la réponse qui vous a été faite. Très bien. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas encore. Ils ont traité uniquement les fondations, fonds de dotation et fondations d'entreprise et pas les autres. Donc ça va venir. Pareil, ça bouge. Enfin, au cours de l'année 2026, ça évoluera. On est au bout des questions. On est au Je ne sais bout, pas ouais. si on a des dernières ou. On a débordé un Non. petit peu, désolé. Eh bien, écoutez, Je fais la conclusion. On vous remercie de votre attention. J'espère que ça a répondu à vos attentes d'actualité et j'imagine que ça vous a beaucoup interrogé. Donc voilà, sur certains sujets qui sont un peu mouvants. On vous rappelle les prochaines webinaires. Donc là, on était en février sur les actus ESS. La prochaine, pardon,
Elle sera faite en collaboration avec Hello Asso, donc sur la pérennisation de l'emploi, donc le 9 mars prochain. Et le 24 mars, la webinaire dont on parlait tout à l'heure, gestion des difficultés et fin d'activité. On vous souhaite une excellente journée. On vous remercie. Je crois qu'on était au bout, hein, Loïc, Ouais, hein, Voilà, parfait. voilà. Et puis, vous pouvez nous contacter, consulter le site ess.inextenso.fr, nous suivre sur les réseaux. On publie énormément, enfin en tout cas régulièrement des informations. Donc, au plaisir d'échanger. Merci. Excellente journée à tous. Bonne journée. Au Bonne revoir. journée.